Aujourd'hui, je vais commencer par ce qui brûle, là, tout de suite. L'Iran a frappé les pays du Golfe Persique. Et remarquez, pas les armées. Eh bien, comme la Russie, c'est pareil. Contre les civils. Des missiles balistiques et des drones de combat ont été lancés sur le Koweït, sur Bahreïn et sur des navires civils dans le Golfe. Au Koweït, des drones et un missile ont détruit le terminal passager du principal aéroport international. Une personne a été tuée et plus de 60 blessés. L'aéroport a cessé ses activités, les vols annulés, les panneaux éteints. Bahreïn a protesté, disant que des cibles civiles ont été frappées. Le corps des gardiens de la Révolution a immédiatement annoncé au monde entier qu'il avait frappé en plein cœur la 5e flotte américaine à Bahreïn, la base américaine dans la région. Les Américains disent « Allons les gars, s'il vous plaît, voici toutes les images, même celles des satellites, rien n'a été touché du tout. » Mais mesdames et messieurs, un mensonge retentissant a toujours été pour l'Iran une arme aussi puissante qu'un drone. Voilà, et nous devons toujours nous en souvenir. L'Amérique a riposté la même nuit, frappant la station de contrôle iranienne sur l'île de Keshm, juste à l'entrée du détroit d'Ormuz. Et l'Iran, en réponse, a déclaré qu'il était sur le point de frapper les bases américaines, les navires américains. Là-bas, c'est un jeu de balancier, coup pour coup, récit pour récit, réponse pour réponse. Maintenant, une seconde donc, avant que nous allions plus loin, je voudrais, comme on dit, promettre quelque chose, à la fin de cette conversation. Je vais dire ce qui s'est passé au Liban au début des années 80, c'était lorsque mon régiment d'artillerie y est entré pendant l'opération au Liban. Je veux que vous compreniez, que vous sachiez, que ce ne soit pas seulement théorique pour vous, même si, bon, je ne sais pas, pour vous c'est quand même de la théorie, mais pour moi c'est devant mes yeux. Que ça vous atteigne quand même, oui. Alors, regardez, c'est bien plus important que ça n'en a l'air maintenant. Alors, pourquoi l'Iran a-t-il fait cela ? Réfléchissons. D'un point de vue militaire, ça n'a pas vraiment servi à grand-chose là-bas. Bon, la 5e flotte, il ne l'a pas coulée. Le cours de la guerre, donc, il ne l'a pas changé en attaquant un terminal civil. Ce n'est donc pas une question de résultat militaire, n'est-ce pas ? C'est un message. Quel message ? Toi, c'est l'Iran qui dit au monde « Regardez, je peux fermer le Golfe, je peux mettre le feu à votre pétrole, je peux bloquer vos aéroports, je peux atteindre votre flotte. Vous n'êtes pas tout à fait en sécurité, oui. Laissez-moi tranquille, sinon ça vous coûtera plus cher. Ce n'est pas une attaque, mais du chantage. C'est une piqûre, c'est la douleur. Il a piqué, regardez ce que je peux faire. Le but n'est pas de détruire, mais d'effrayer. Rendre la pression tellement coûteuse au point que le monde abandonne. Bon, allez, calmons-nous, donnons-leur ce qu'ils veulent. Là-bas, c'était ce qu'on appelait l'apaisement, ce que faisaient l'Europe, le reste de l'Europe et l'Allemagne dans les années 40. Oui, c'est-à-dire, la fin des années 30, le début des années 40. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Quelle réponse l'Iran a-t-il reçue ? La même nuit. Oui, l'Amérique a frappé Keshm. La réponse a été brève. Boum. Tu frappes, tu reçois une riposte. Et cela mérite d'être souligné parce qu'en général, c'était le contraire. Et l'Iran s'y était habitué. En général, le monde avait peur et faisait des concessions. Et pour que vous compreniez pourquoi faire des concessions à Téhéran, ce n'est pas 99 fois sur 100, c'est toujours un piège. Je dois encore vous montrer une chose, et en même temps nommer la seule chose dont l'Iran a peur. Il a vraiment peur de perdre plus que tout au monde. Eh bien, quand vous verrez cela, vous comprendrez en fait toute la guerre dans son ensemble. Et gardez cela en tête. À la fin, je vous dirai aussi combien de temps il faut réellement et comment en finir avec tout ça. Est-ce que ça en vaut la peine ? Et Trump peut-il vraiment feindre d'être en colère contre Bibi ? La réponse à la dernière question m'a surpris. Donc, c'est bien de cela qu'on parle, non ? Derrière tout le vacarme d'aujourd'hui, Téhéran possède quelque chose qu'il protège comme la prunelle de ses yeux, c'est-à-dire une massue qu'il craint paniquement de laisser tomber, de perdre ou de casser en ayant Hezbollah. Ce n'est pas Hamas, ce ne sont pas les Houthis, ne confondez pas ces ligues. Hamas est un allié pour l'Iran. Les Houthis sont une épine dans le flanc, pour ainsi dire, de la navigation maritime étrangère. Utile, oui, mais consommable. Hezbollah, c'est autre chose. C'est sa couronne iranienne, son armée de pointe, enterrée, tout près de la frontière israélienne. L'Iran l'a façonnée à partir de rien. Depuis les années 80, pendant des décennies, des milliards de dollars, des armes et de la formation ont permis de former des cadres à partir de rien. L'armée non étatique la mieux armée de la planète. Avec 120, voire peut-être 200 000 roquettes, qui sait, hein ? Là-bas, ils annoncent 100 ou 150 000, je ne sais pas. Ce n'est pas un parti libanais qui s'est égaré dans le radicalisme par hasard.
C'est une garnison iranienne qui a simplement revêtu un autre uniforme, c'est tout. Pourquoi en avait-il besoin, l'Iran? Et il en a encore besoin aujourd'hui. Parce que c'est un poignard iranien sous la gorge d'Israël. Tant que le Hezbollah est au sud du Liban, les Iraniens auront toujours une carte à jouer, ils auront toujours de quoi menacer. Ils auront toujours quelqu'un derrière qui se cachait. Comme on dit, dissuasion et chantage dans une seule main. Et que se passera-t-il si l'Iran perd le Hezbollah? Eh bien voilà ce qui arrivera. La moitié de toute la puissance iranienne au Moyen-Orient ne repose pas sur l'Iran lui-même, mais sur ce bastion à la frontière d'un autre pays. Retirer le Hezbollah et Téhéran perdra une jambe. Autrement dit, il perdra d'un coup sa première ligne de tranchée, son principal moyen d'intimidation et son atout pour le chantage. Pas une partie, mais tout d'un coup. Pour lui, ce n'est pas une inquiétude, mais de la panique. C'est justement cette panique que vous observez actuellement à la table des négociations. Pendant que des drones tombent tant sur Koweït, l'Iran pose une condition forte et insistante, laissez le Liban tranquille. Concluons d'abord une trêve là-bas, puis nous discuterons. Ne touchez pas au Hezbollah d'abord, laissez-les, il suppline littéralement pour cela. Et puisque c'est un menteur en série, je vais maintenant confirmer mes propos. Il supplie d'épargner une moitié, il se jette la main sur la tête, voilà cette chose. C'est la clé de tout. Mais on ne rend pas les clés, messieurs. Les clés sont prises aux voleurs, aux bandits. On les retire aux menteurs, aux escrocs. Et c'est pourquoi, précisément pour cette raison, il ne faut en aucun cas laisser le Hezbollah tranquille. Eh bien, il faut la reprendre, l'arracher des mains de l'Iran, l'écarter. Et là, une question légitime se pose. Pourquoi ne pas simplement trouver un accord à l'amiable? Signer un document, négocier des garanties. Parce que Téhéran a une méthode avec un grand M. La méthode reste la même depuis des décennies. Si vous le voyez ne serait-ce qu'une seule fois dans toute sa nudité, vous le reconnaîtrez toujours, instantanément, au premier mouvement. La méthode tient en 3 étapes. 1, 2, 3. Première étape. D'abord, donnez-moi ceci, 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 ceci. Donnez-moi ça, donnez, et j'irai à table. Et si vous ne me le donnez pas, je ne m'assieds pas à table. Deuxième étape. Assis à table. De belles promesses, fermes devant les caméras, avec des poignées de main, avec des embrassades à vous couper le souffle. Troisième étape. Une concession à Dégirant Clodian. Il la met dans sa poche et les promesses, les concessions qu'on lui a faites, oui, il les met dans sa poche et les promesses, eh bien, se révèlent être exactement ce qu'étaient censées être toutes les promesses auparavant. On trouve aussitôt une raison pour dire que c'est impossible. C'est-à-dire que nous avons obtenu ce que nous voulions, nous avons promis, mais ensuite les circonstances ne nous ont pas permis de tenir notre promesse. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vais vous le montrer 4 fois. À la 4e, vous verrez Hezbollah en action de vos propres yeux. Et vous comprendrez pourquoi sans le Liban, il n'y aura ni paix, enfin, sans le Liban, c'est-à-dire sans une solution à l'histoire libanaise, il n'y aura ni paix, ni accord, ni tranquillité. Eh bien, voici le premier exemple. Paris. C'était quoi, 2003 peut-être, 2004? Début des années 2000, oui, c'est sûr. L'Iran a été pris la main dans le sac. Son programme nucléaire secret a été révélé. Oh, on vous a trompé, ah, la pression monte. Que fait des Guérans? Il s'assoit avec les Européens. Il y a la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, et à Paris, il donne sa parole. Quelle parole? Nous, temporairement. Temporairement. Nous arrêtons l'enrichissement de l'uranium. Ils le proposent d'eux-mêmes. Un geste de bonne volonté. Pour 5 minutes, pour 27 jours, temporairement. L'Europe souffle. Eh bien, Dieu merci, la tension retombe. On promet des avantages économiques, du commerce, des paroles chaleureuses. Tout le monde s'embrasse, boit du champagne. Et après un peu plus d'1 an, en janvier 2006, l'Iran annonce qu'en fait, il a repris le fonctionnement des centrifugeuses. En février, il se retire du protocole additionnel. Celui-là même qui autorisait l'entrée des inspecteurs. Premièrement, je ne vais pas vous laisser entrer. Et deuxièmement, nous ne vous avons jamais laissé entrer là où nous ne voulions pas que vous alliez. Et vous ne saviez même rien à ce sujet. Là où vous saviez, parfois on vous laissait entrer. L'enrichissement bat son plein. Le sceau de l'AIEA, on s'en débarrasse. L'affaire est transmise au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ils commencent à les effrayer. Faisons le bilan. Comme nous tous, nous le faisons. L'Iran a eu 1 an de répit. La pression a été levée. La réputation d'un partenaire prêt à négocier. Classe, qu'est-ce que l'Iran a cédé? Eh bien, réfléchissons-y. Il n'a rien cédé. Eh bien, absolument rien. Des promesses. Des promesses. Eh bien, ça ne vaut que le papier sur lequel c'est écrit.
Et le papier a déjà été utilisé, désolé. Ça vaut quoi? Ça ne vaut absolument rien. C'était la première étape. Deuxième étape, troisième étape, à l'état pur en laboratoire. Souvenez-vous de ce schéma. Ensuite, il ne fait que se répéter. Ils ne sont pas les premiers à avoir fait ça. Je vous raconte cela à partir de cette date. Deuxième exemple, donc 2015, l'accord nucléaire. L'argent d'abord. 2015, le fameux accord nucléaire. La première étape est visible dans toute sa splendeur. Donner d'abord. Ils ont donné. Ils ont levé les sanctions et débloqué des dizaines de milliards de dollars d'avoirs iraniens. L'argent est sur la table. Oh, c'est plus complexe avec les chaises. Promesse. Oui. Et plus riche, nous n'enrichissons pas l'uranium au-delà de 3,6%. 3,6%. Nous gardons les stocks bas. Nous laissons entrer les inspecteurs. Nous avons l'air ferme, mais dans la promesse elle-même, il y avait des délais très astucieux intégrés. Des restrictions disparues d'elles-mêmes après quelques années. Comme je l'ai dit, 4 heures, 3 minutes, 26 jours. Donc le mensonge était intégré dans le texte, mais en petits bancs caractères. Comme on buvait du champagne, personne ne lisait les petites lignes. C'était plutôt « patientez, on tiendra peut-être nos promesses un jour, sans savoir quand ». Et quand l'affaire a commencé à craquer, Tigran a montré ce que valait vraiment sa parole. Et l'enrichissement, c'est utile vers le haut. Jusqu'où? Jusqu'à 60%. Pas 3 ou 6, 60. Là, on est déjà à un demi-pas de l'uranium de qualité militaire. Et les inspecteurs? On a commencé à mettre les inspecteurs à la porte, à couper leurs caméras, à égarer les notes des sites. Oh, on ne sait pas où elles sont passées. Elles se sont perdues en chemin. Il est allé au café, elles ont disparu. Encore l'addition. Tigran a reçu l'argent d'avance. Aussitôt, c'était réel. On peut les dépenser. Il a tenu sa promesse exactement tant que ça lui était avantageux. Pas une minute de plus. Vous reconnaissez l'écriture, c'est la même main qui écrivait à Paris. Troisième exemple. Les otages. Voilà. Troisième exemple. Eh bien, c'est l'exemple le plus cynique, comme on dit, les otages. Oui. Et ici, il n'y a aucune diplomatie. Ici, c'est un modèle d'affaires pur et bien rodé. Le schéma est d'une simplicité écœurante. L'Iran capture des étrangers, comme n'importe quelle autre organisation terroriste. Souvent, il s'agit d'anciens citoyens à double nationalité. Eux, ils les méprisent, mais l'Amérique, elle, pourrait s'en soucier, non? N'est-ce pas? Des scientifiques, hommes d'affaires, journalistes et touristes sont emprisonnés sur de fausses accusations d'espionnage, puis utilisés comme monnaie d'échange. En 2023, les États-Unis ont débloqué. Combien déjà? 6 milliards de dollars pour libérer 5 Américains. Nos compatriotes en Amérique assuraient que ce n'était pas le cas. Mais alors, quand cela le serait-il? Et faites attention à l'ordre. D'abord, l'accès à l'argent est ouvert, et seulement après, les gens sortent de leurs cellules. L'argent, c'est la condition. Première étape. Et maintenant, le plus diabolique dans ce modèle, c'est qu'il se reproduit tout seul. Vous voyez, on a libéré 5 personnes, on a libéré 5 places. Les cellules de Téhéran ne restent pas vides, car il a intérêt à prendre de nouveaux otages. Chaque enlèvement rapporte de l'argent. Peut-être pas autant qu'1 million écart chacun, mais cela reste une future concession, un levier. En payant la rançon, vous ne résolvez pas le problème, vous passez simplement commande pour le prochain otage. Vous financez une entreprise qui ne vit que de ça en kidnappant encore et encore des gens. Et encore la même loi, les concessions. L'Iran prend de l'argent réel, ce qu'on appelle du solide en dollars, mais il promet la libération et oublie sa promesse. Eh bien, que faire s'ils ont oublié? On aimerait vraiment s'en souvenir, mais on ne peut pas. Et le quatrième exemple, c'est le Liban. C'est justement pour cela que nous avons en quelque sorte commencé toute cette histoire. Jusqu'en août 2006, encore une fois, faisons un bond de 20 ans en arrière, la guerre entre Israël et le Hezbollah est terminée. Conseil de sécurité. Il adopte à l'unanimité la résolution 1700. Les conditions y sont écrites noir sur blanc, sans possibilité de double interprétation. Le Hezbollah doit se désarmer et se retirer au nord, au-delà de la rivière Litanie. Au sud de la Litanie, il ne doit rester que l'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU. Aucune armée privée. Point final. Qu'est-ce que le Hezbollah avait promis? Eh bien sûr, se désarmer, bien sûr, se retirer. Mais qu'a-t-elle fait réellement? Les années suivantes, elle n'a rendu aucun fusil. L'ONU l'a désarmé, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que c'est ce que faisait l'ONU, non? En 2024, le Hezbollah est devenu l'armée non étatique la mieux armée de la planète. D'après les estimations, comme je l'ai déjà dit, il y a là-bas environ 150, 200 000 roquettes et projectiles balistiques. Réfléchissez à ce chiffre. 150 000 roquettes. Dans le groupe qui, selon le document signé, s'est engagé à remettre les armes.
s'est engagé à remettre les armes. Le sud du Liban, d'où on lui a demandé de partir, est bien, et elle en a fait une forteresse. Des tunnels, même sous la frontière israélienne, et des dépôts de roquettes cachés dans les sous-sols d'immeubles résidentiels. Dans les sous-sols d'immeubles résidentiels, sous les lits d'enfants. Elle a installé des lanceurs dans les cours des villages, entre l'école et l'hôpital. Et les casques bleus, l'ONU, ceux-là qui, selon la résolution 1701, sont censés tout contrôler, n'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être que le Hezbollah ne les laissait pas entrer, qu'ils ont payé, convaincu, ou qu'il y avait des employés du Hezbollah sur place. Qui sait? Ici, c'est interdit, là, c'est possible, mais pas là-bas. Non. Et l'ONU croyait chaque mot. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, la résolution du Conseil de sécurité n'était ni une loi, ni une simple décoration. Un beau papier sur la table, alors qu'en dessous, dans le sud du Liban, l'arsenal grandissait tranquillement. Les armes allaient au Hezbollah. Cela passait par un corridor vivant reliant l'Iran, l'Irak et la Syrie. Vous vous souvenez par quoi nous avons commencé? Voilà ce fameux marteau iranien en action. La garnison que vous avez déjà reconnue au début. Maintenant, sous vos yeux, il a violé la parole écrite noir sur blanc. C'est le 4e exemple. Eh bien, je pense que c'est le plus évident de tous. Paris. L'accord nucléaire, les otages, le Liban, 4 tables de négociations différentes, 4 décennies différentes. Et une seule et même signature. D'abord une concession en avance, une concession à l'Iran, puis une promesse, puis la promesse jetée à la poubelle. Maintenant, vous allez reconnaître cela du premier coup d'œil. Ce que Téhéran impose réellement au monde, c'est d'abord une trêve au Liban. Ne touchez pas au Hezbollah. C'est une certaine diplomatie, c'est la première étape. La même chose à Paris. C'était la même chose. Ce qui concerne l'accord nucléaire, vous ne le confondrez plus avec rien d'autre. D'abord, arrêtez-vous et ne touchez plus au Hezbollah. Stop. Eh bien, laissez-les se retrancher, se réarmer, creuser des tranchées, refaire ce qu'ils veulent, d'accord? Ce n'est pas seulement 4 exemples, mais 5, 6, voire 10. Les Houthis au Yémen, c'est la même franchise iranienne, promettent à chaque fois d'arrêter les frappes contre les navires en mer Rouge, en échange d'une nouvelle pause. Ils prennent une pause puis reprennent. Ces groupes paramilitaires irakiens, comme on les appelle, n'est-ce pas? Donc c'est le même scénario, ce n'est pas une coïncidence, c'est dispersé sur la carte. C'est une seule méthode qui vient d'un seul centre, copiée partout. Téhéran n'improvise pas, Téhéran répète bêtement, on a réussi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 8 fois, on va répéter toujours la même chose. Ça a toujours marché parce que nous, notre Occident trop tendre, on acceptait toujours qu'ils obtiennent d'abord ce dont ils avaient un besoin, et ensuite peut-être qu'ils fassent ce qu'ils promettaient. Voilà pourquoi. Il faut le dire sans détour. On ne peut pas signer le moindre document avec Téhéran tant que le Hezbollah est présent au Liban. Point. Toute signature aujourd'hui, c'est simplement une nouvelle étape, la première dans leur scénario. Vous faites une concession en avance, réelle, solide, et en échange, vous ne recevez qu'une promesse. Vous venez de voir la valeur d'une promesse iranienne au moins 4 fois, n'est-ce pas? Que faire? Encore un autre papier. Un contrôle renforcé. Version révisée de la résolution 1701 désormais sous la direction de l'Institut de recherche des Nations Unies et non plus de l'ANEO. Le dénouement au Liban. Il se compose de 2 mouvements et l'un ne tient pas sans l'autre. Premier mouvement, il ne suffit pas de contenir le Hezbollah, il faut l'anéantir. Et l'anéantir de manière à ce que cela devienne, disons, irréversible. Je frapperai maintenant, non pas plus prudemment, mais 10 fois plus fort. Chaque entrepôt, tunnel, lanceur, chaque nœud de ce corridor d'approvisionnement de l'Iran à travers la Syrie. Pas dans le but de forcer un nouveau cessez-le-feu. Nous avons déjà vu ce que vaut une trêve avec le Hezbollah, mais il s'agit de faire en sorte que Téhéran ne garde au Liban ni tranchées, ni missiles, ni aucun levier. Pourquoi? Nous l'avons dit dès le début, sur cet avant-poste à la frontière israélienne se trouve la moitié de toute la puissance iranienne dans la région. Éliminez-le. Chez nous, comme à Gaza, cela ne marchera pas. C'est-à-dire pire qu'à Gaza dans ce sens, il ne sera pas possible de les anéantir complètement, mais les amener à un état dans lequel, je vais expliquer, dans lequel quoi? Nous pouvons. Parce que donc, Téhéran se retrouvera d'un coup sans carte à jouer, sans prétexte, sans bouclier humain, et tout cela en même temps. Voici le 2e mouvement, sans lequel le premier n'a presque aucun sens. Le Liban a besoin d'une armée, sa propre armée, une vraie, formée, armée, équipée, armée et équipée.
à l'État libanais et non à une franchise iranienne, car c'était là tout le sens initial de la résolution, aussi bien la 59 que la 1701 pour que la force au Liban soit détenue par un seul État libanais. Un seul, non pas une armée étrangère privée qui s'installait dans le sud. Et la Jordanie, à son époque, a aussi expulsé les mêmes, oui, l'OLP, oui, c'était le dimanche noir, comme ils l'appelaient, oui, ils les ont expulsés pour avoir tenté la même chose. Mais en Jordanie, ils ont échoué, alors qu'au Liban, ils ont réussi. Ils en parlaient depuis 20 ans, sans agir. C'est justement cela qu'il faut terminer. Former l'armée libanaise, l'Armer. Donner aux Libanais le contrôle de leur sud, pour que les armes du pays soient entre les mains de ceux qui sont responsables devant le peuple libanais, et non devant l'ayatollah à 1000 km d'ici. Libérer les Libanais du Hezbollah libanais, ce n'est pas une guerre contre les Libanais, c'est rendre le Liban aux Libanais. Rendre le Liban aux Libanais. Arracher des mains, avant c'était la Syrie. Maintenant, la Syrie. Donc voilà, maintenant, c'est l'Iran. Et remarquez comment ces mouvements travaillent ensemble. Tant que le Hezbollah reste la seule véritable force dans le pays, un jeune Libanais du Sud n'a pas le choix. Tu veux un salaire, une protection, un statut ? Va sous la bannière du Hezbollah. Le groupe se nourrit du vide laissé par l'État. Met à cette place une véritable armée nationale et le vide disparaît. Autrement dit, le monopole de la force disparaît. Oui, la source de revenus disparaît. La seule force capable de nous protéger disparaît. Un État libanais fort asséchera le Hezbollah plus sûrement que n'importe quel coup. Il lui enlèvera non seulement ses armes, mais aussi sa raison d'exister. C'est pourquoi bombarder ne suffit pas. D'autant plus qu'il est pratiquement impossible de tout détruire complètement. Et puis, nous n'avons pas, comme on dit, 100 ans pour cela, n'est-ce pas ? Il faut bombarder, et fort. Mais la brèche qui se forme, l'État libanais doit absolument intervenir. Sinon, dans 10 ans, un nouveau Hezbollah émergera au même endroit. Sous un nouveau nom, mais avec la même marque iranienne sur la crosse. Et alors, nous commençons clairement à voir qu'au fil des décennies, nous avons confondu deux mots complètement différents. Une trêve avec le Hezbollah, ce n'est pas la paix. C'est une pause pendant laquelle elle se réarme. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Après le 26, alors que le monde entier répétait « paix », la paix. Et pendant ce temps, les entrepôts dans le sud étaient réapprovisionnés, de 13 000 roquettes à 150 000. Et peut-être même plus. Ce silence n'était pas la paix. Ce silence était un acheminement de cargaison mortelle. Au Liban, cela fonctionnait en 3 postes. La vraie paix n'est pas la signature d'un menteur en série sur un énième document. La signature de Téhéran était déjà à Paris, Vienne, sur l'accord nucléaire et la résolution sur le Liban. Le prix, pour ainsi dire, est inférieur à 0. La véritable paix, c'est autre chose, c'est quand on a retiré au menteur la possibilité de nuire. C'est quand on a retiré au menteur la possibilité de mordre. Quand le Liban appartient aux Libanais. Quand il n'y a plus de tranchées iraniennes à la frontière israélienne. Voilà la paix. Et tout le reste, c'est un entracte entre 2 actes. Et maintenant, permettez-moi de m'éloigner des rapports et de parler en tant qu'homme qui, comme on dit, y était. Oui, parce que tout ce qui suit, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu quelque part. C'est du vécu. Je vous ai promis au début une histoire, celle qui nous glaçait tous de l'intérieur en 82. Pourquoi sommes-nous allés au Liban, au fond ? Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Nos villes frontalières, nos kibbutz, nos villages étaient bombardés presque chaque jour par des obus et des roquettes, chaque jour, sans exception. Vivre sous cette menace était impossible. Alors nous sommes intervenus pour éliminer les groupes terroristes voisins, toujours soutenus par les mêmes mains syriennes et iraniennes. À l'époque, l'armée syrienne contrôlait le Liban, et l'Iran a envoyé ses gardiens de la révolution qui allaient quand créer le Hezbollah. Même signature, même maître, c'était il y a 40 ans. Et voilà ce que, comme on dit, mes gars, mes camarades de régiment ont tous vu. À la fenêtre d'une maison, il y a 2 enfants, ou un enfant et une femme, debout, figés par la terreur, mais ils restent là, ils ne fuient d'assez pas, et entre eux, un bazooka apparaît et tire sur nous. Ou ils tiraient avec des fusils automatiques depuis derrière leur dos, en se servant des enfants comme boucliers. Depuis l'école, remplie d'enfants, ils ouvraient le feu sur nous, et nous ne pouvions pas riposter. C'est justement sur cela qu'ils comptaient, non ? Mes gars trouvaient des jouets remplis d'explosifs. Vous comprenez, des jouets.
Le calcul était double, soit notre soldat ramasse le jouet et explose, soit un enfant libanais le prend et meurt. Ensuite, ils accusent les Israéliens devant le monde entier. Ça, je ne l'oublierai jamais. Des chaînes de télévision occidentales, dont américaines, sont venues. Ils installaient la caméra et faisaient envie de partir les locaux. Là-bas, c'étaient les Syriens et les Iraniens qui s'en occupaient. Certains s'allongeaient au sol, bougeaient ou empilèrent des objets, versaient de la peinture rouge sang. Des enfants pleuraient, on entendait des cris et des hurlements. Et les journalistes occidentaux attendaient calmement, tranquillement, que la scène soit prête, ils observaient puis ensuite ils filmaient Et par-dessus cette mise en scène, un présentateur d'Europe, d'Amérique ou du Canada. Il parlait des atrocités des Israéliens, des sionistes, de ces mêmes juifs qui, soi-disant, autrefois buvaient eux le sang des chrétiens et qui maintenant seraient venus boire le sang des nourrissons musulmans. Ensuite, la radio et la télévision des pays musulmans reprenaient de cela. Et là, on disait carrément « les Juifs sont venus pour le sang des musulmans ». Ils vont s'emparer d'un quartier, massacrer tout le monde, enfermer les enfants et leur soutirer le sang pour le mélanger à cette fameuse matzah, sans laquelle les Juifs ne célèbrent jamais leur fête. Mon Dieu, mais c'est vraiment ce qu'ils transmettaient et écrivaient tous. L'ancienne calomnie sanglante, nous dans le même costume, mot pour mot, exactement ce dont on nous accusait en Europe il y a 50 ans. 500 ans aussi, je crois, et maintenant c'est arrivé jusqu'à la rue arabe. Tout cela n'a qu'un but, qu'on nous déteste. D'abord les locaux, puis le monde. Et ça a marché. Ça a marché parce que la presse mondiale jouait volontiers à ce jeu. Et la plupart des gouvernements préféraient s'entendre avec plus d'1 milliard de musulmans, avec leur pétrole, avec leur argent, avec lequel il est si facile d'acheter des sympathies en Europe, en Amérique. Et non pas avec 4 ou 5 millions de juifs, de sionistes, qui à l'époque n'avaient ni pétrole, ni gaz, ni argent. Le choix était hélas purement arithmétique. Je raconte tout cela non pas pour le passé. Je le raconte parce que vous allez le voir à nouveau. Au moment même où Israël frappera réellement Kizballah, il devra révéler le même spectacle, les mêmes fenêtres avec des enfants, la même peinture, les mêmes caméras. Ce seront donc juste les enfants de ces journalistes. Le même texte du présentateur, vous le connaissez déjà à l'avance, oui, regardez sur Internet à l'époque du travail, et vous verrez exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire, mais surtout, ne laissez pas ce cri mis en scène arrêter le travail qu'il faut mener à terme. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira à l'écran que Téhéran est prêt à négocier, il faut juste d'abord... Il suffit de faire un pas vers lui, comme vers Hitler, puis il négociera et cessera ses actes. Vous connaîtrez déjà le nom de cette première étape. Et comment cela se termine toujours, sans aucune exception. Avec l'Iran ou sans l'Iran, on ne conclut pas d'accord avec du papier, on enlève le levier à l'Iran. Le levier de l'Iran s'appelle le Liban, enfin le Hezbollah. Nettoyez le Liban du Hezbollah, rendez-le aux Libanais et remettez sur pied leur propre armée. Eh bien, au moins la moitié. La puissance iranienne s'effondre tout simplement comme des guirlandes de sapins de Noël. Ce n'est pas parce que Téhéran est soudainement devenu plus gentil, non, mais simplement parce qu'il n'aura plus rien avec quoi faire du chantage. On peut faire confiance, bien sûr, mais il faut d'abord vérifier avec quoi il vous vise. Et s'il vise toujours, eh bien, sa signature ne vaudra pas plus que toutes les précédentes. Et vous savez déjà combien cela vaut. Passons à la partie la plus intéressante, comme promis depuis le début. Combien de temps faut-il vraiment pour en finir avec Hezbollah, et est-ce que ça en vaut la peine? Et est-ce que Trump peut vraiment faire semblant d'être en colère contre Bibi? Eh bien, ce n'est plus un fait, c'est déjà une prévision. Et avant que je dise cela, j'ai une demande à vous faire. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que ça ne vous est pas indifférent. Cela veut dire que vous faites partie de ceux qui ne veulent pas seulement écouter les nouvelles, mais aussi comprendre ce qui se cache derrière. Abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche. Ce n'est pas un rituel, c'est le seul moyen pour que cette vidéo atteigne ceux à qui on a déjà rempli les yeux de ce sang mis en scène. Chaque clic de votre part, c'est une personne de plus qui apprendra à reconnaître la première étape, dès le premier regard. Et si vous voulez des nouvelles du jour les plus courtes, pourquoi tout cela fonctionne en général, oui, jetez un œil à la chaîne Feuille de route vers la liberté. Là-bas, nous creusons les noms en profondeur. Voilà. Bon, très bien. Et maintenant, la prévision promise. Ensuite, il ne s'agira plus de faits, mais de mon évaluation personnelle. Je mets ici une limite, car c'est une compétence pour laquelle nous nous réunissons.
D'abord les faits, ensuite ce que nous pouvons en comprendre et en déduire. Vous avez entendu les faits. Maintenant, asseyons-nous et calmement, intelligemment, c'est mieux qu'humainement. Oui, examinons 5 questions que vous vous posez sûrement en ce moment, même si vous n'y avez pas encore pensé. Première question. D'accord. Combien de temps pour en finir avec Hezbollah ? Soyons honnêtes, le Hezbollah n'est plus ce qu'il était il y a encore quelques années, quand il faisait peur à tout le monde. En 2024, Israël lui a coupé la tête, a tué Nasrallah, a tué celui qu'il préparait pour le remplacer, comment il s'appelait, Sofia Sofieddine, je crois, oui, presque toute la direction a été éliminée. Et à l'automne 2025, selon les estimations, environ 70, voire 80% de son arsenal a été détruit. Ce n'est pas un groupe à son apogée, c'est un groupe qui essaie de se remettre du choc. Ici, je ne me laisserai pas tromper et je vous le déconseille, elle n'est pas morte. Elle s'est divisée en petites cellules qui, pour des raisons de sécurité, ne communiquent même pas entre elles, cachent des dépôts au nord maintenant loin des survols, et surtout, elle se réarme à nouveau. Elle transporte certaines choses, d'autres, elle les fabrique déjà sur place. Donc quand on vous demandera combien il en faut, ne donnez pas de réponse simple, elle sera incomplète. Pour détruire par la force ce qu'elle a réussi à restaurer, les dépôts, les petits ateliers clandestins, les cellules, les corridors syriens, il faudrait des mois de pression continue. Eh bien, tant que le Hezbollah est faible et que la fenêtre est ouverte. Mais pour l'anéantir complètement, les bombes seules ne suffiront pas. Ça ne marchera pas. Réfléchissez, ce n'est pas fatal quand la dernière roquette est tombée, c'est fatal quand l'État libanais a pris sa place. Aussi solidement que les cellules n'ayant plus aucun endroit où germer. Et cela ne prend pas des semaines, mais des années de travail patient avec le deuxième mouvement de l'armée libanaise. Si quelqu'un vous promet d'en finir en 2 semaines avec une seule frappe aérienne, soit il ne comprend pas de quoi il parle, soit il vous vend un conte de fées. Les frappes ne font qu'ouvrir une fenêtre, mais seul l'État libanais peut la refermer dans ce cas. Deuxième question. Comment vont-ils commencer à bombarder et quel impact sur les négociations, de façon directe et forte ? Rappelez-vous la méthode de Téhéran. D'abord, laissez-le poser ses conditions dès maintenant. Donc le Liban, le Hezbollah, c'est sa seule grande carte sur la table. Si vous lui retirez cette carte des mains, l'Iran n'aura plus ni prétexte, ni levier, ni bouclier humain. Après tout, toute négociation n'est qu'un reflet de la force qui se tient derrière chacun des participants. Retirez la tranchée iranienne de la frontière israélienne et le négociateur iranien deviendra immédiatement plus conciliant, il ne lui restera que le détroit d'Ormuz, simplement parce qu'il n'aura plus rien avec quoi menacer de ce côté-là. Je vais nommer le risque aussi, franchement, sans détour. À court terme, Téhéran peut bien sûr tenter de mordre, frapper le Golfe, le pétrole, le détroit, exactement comme il l'a fait cette semaine avec le Koweït et Bahreïn. Mais là, c'est déjà le feu, c'est l'agonie du levier, pas sa force. Une seule conclusion s'impose. Plus vite la question libanaise sera résolue, plus court sera cet intervalle dangereux. Traîner, c'est jouer en faveur de Téhéran. Se dépêcher, c'est jouer contre lui. Troisième point, et le plus inconfortable. Cela en vaut-il vraiment la peine ? Oui, mais avec une réserve qui, en général, décide de tout. Cela en vaut la peine si le coup est accompagné d'un deuxième mouvement. Mais frapper et partir n'en vaut pas la peine. Vous ne ferez que remonter l'horloge et dans quelques années, au même endroit, la nuit retombera. Une nouvelle Hezbollah. Mais frapper et immédiatement introduire ensuite l'État libanais, cela en vaut la peine sans réserve. Et ici je vais tout de suite répondre à un reproche que quelqu'un ne manquera pas de faire. Et qu'en est-il de votre règle ? On ne peut pas prendre à quelqu'un sans son consentement. Elle n'est pas non plus violée ici. Cette règle protège les civils, mais Hezbollah n'est pas un voisin pacifique à qui l'on prend quelque chose, c'est une force armée qui a été la première à prendre les armes et qui les cache sous les lits d'enfants. S'en prendre à celui qui a attaqué le premier puis s'est abrité derrière des civils, ce n'est pas une agression, c'est de la légitime défense. Et la responsabilité morale pour les boucliers humains morts incombe à celui qui a transformé des gens vivants en boucliers et non à celui qui a été obligé de riposter. Et quatrièmement, en quoi cela peut-il concerner Trump ? Ça le concernera. Dans les deux sens, selon le contexte et le moment. Ils écraseront le Hezbollah rapidement et proprement, enfin au moins ils le mettront dans un tel état qu'il lui faudra longtemps pour se remettre, et l'Iran s'assiera à la table des négociations dans une position affaiblie. Trump mise sur la force, convaincu qu'elle apporte la paix et des résultats.
Si la guerre s'éternise, il y aura des victimes civiles, et si le prix du pétrole monte dans le détroit militaire, cela le frappera chez lui. Parce que la lassitude face à une guerre étrangère et l'essence chère à la pompe, aucun électeur ne les pardonne à un président. Donc pour Donald Trump, le mot-clé est exactement le même que pour toute l'opération, la fenêtre. Court et décisif, c'est un atout pour lui. Une longue impasse, un inconvénient. Ici, le temps n'est pas un décor, il représente sa popularité. Et enfin, la cinquième question, disons sournoise. Est-ce que Donald Trump peut faire semblant d'être en colère contre Bibi, et pendant qu'on est en colère contre lui, oh, le méchant Bibi, il fait ce qu'il veut? Bien sûr qu'il le peut. Et sans doute c'est exactement ce que je ferai. Une vieille méthode éprouvée, 2 policiers, l'un gentil, l'autre, disons, l'enquêteur. L'enquêteur gentil. L'enquêteur méchant n'essoce pas. En public, Donald Trump s'écarte, fait la moue, dit « Je ne suis pas content de Netanyahou » et les courtisans chuchotent et disent « Il lui a crié dessus en jurant. » Voilà. Et ainsi, il donne une couverture aux médiateurs arabes, garde le canal ouvert avec Téhéran et calme son propre public chez lui. Et en coulisses, la coordination se poursuit tranquillement. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais une répartition des rôles. L'un frappe, entre sauter la santità, sensitié, l'autre tend la main. Il maintient la porte entr'ouverte pour un accord, afin qu'elle ne se referme pas. Mais il y a une subtilité, sans cela, la méthode échoue. Cela ne marche que si cela reste discret. Si la colère contre Bibi paraît être un simple jeu devant la caméra, elle perd aussitôt de sa force, pour les amis comme pour les ennemis. Autrement dit, tu peux le soupçonner, mais tu ne dois pas le voir. Tu dois parfois penser « et si c'était vrai ?» Donc exprime rarement ton mécontentement et avec parcimonie. Trop en faire? L'instrument? L'instrument devient une blague dont on rit, mais des 2 côtés de la frontière. Frapper? Oui. Fortement et maintenant, tant que la fenêtre est ouverte. Mais souvenez-vous bien, un coup sans l'État, ce n'est pas une victoire, c'est une guerre reportée. Et le principal allié ici, tant pour Israël que pour Donald Trump, ce n'est pas la tonne de TNT. Le principal allié, c'est l'armée libanaise, qui pour l'instant n'existe pas de facto. C'est-à-dire qu'elle existe, oui, elle existe de jure, comme on dit, mais de facto, elle n'existe pas. La former? La recréer? Pour qu'elle cesse d'être, comme on dit, une blague, oui, une plaisanterie, et que tout le reste devienne possible. Peut-être qu'il faut frapper fort en ce moment, donner un coup pendant 2 semaines, je ne sais pas, 1 semaine sur Kisbal et Kaisbol, pour qu'il ne puisse pas se remettre pendant ce temps-là. Le coup sera immédiatement porté contre l'Iran, puis on arrête les frappes. On l'a tellement détruite qu'il ne reste plus que... Bon, pas que des sabots, bien sûr, mais la situation est devenue vraiment mauvaise là-bas. Oui. Trump a fait pression sur Israël qui a répondu « Nous voudrions, mais ne le ferons pas car Trump nous a... Nous faisons encore quelque chose, puis partons. » Ils sont partis derrière la litanie, pas totalement, mais derrière, et devaient en tenir la forteresse qu'ils venaient mentala de capturer. Il dit « C'est bon, les gars, tout va bien, mettez-vous d'accord, on ne fait plus rien. » Donc, et j'espère que les Israéliens le font déjà, ils entraînent et arment rapidement l'armée libanaise. Et je voudrais terminer non pas par une menace, ni par la peur. Je voudrais terminer par ce pourquoi tout cela vaut la peine d'être raconté. Souvenez-vous, mon Liban de 82, je veux dire, oui, les fenêtres avec des enfants, de la peinture à la place du sang, là-bas un présentateur avec un texte tout prêt sur le sang des nourrissons, je n'en ai pas seulement tiré de la douleur, comme on dit, mais aussi une leçon. Et Israël en a tiré la même leçon que moi. La leçon est simple et amère. D'amour, de paix. Nous ne l'obtiendrons pas. Peu importe combien tu prouves avoir raison ou montres tes blessures, tant que le monde n'a pas besoin de toi, on te jugera selon le scénario d'autrui. Le monde effectue très calmement une opération arithmétique. D'un côté, plus d'1 milliard de personnes, du pétrole, de l'argent. De l'autre, une poignée de gens qui, eh bien, à l'époque, n'avaient rien. Et le choix n'est pas fait avec le cœur, le choix est fait de façon arithmétique. Et voilà ce que, Dieu merci, soit Israël a compris, soit c'est ce qui s'est passé. Soit ça lui est enfin apparu clairement, n'est-ce pas? Il a compris qu'il est inutile de frapper à la porte du cœur de quelqu'un d'autre et de demander qu'on vous aime. Il faut devenir nécessaire, irremplaçable, quelqu'un sans qui le monde ne peut plus, physiquement ne peut plus se passer. Et regardez ce qui s'est passé. L'arrivée de Netanyahou a été pour Israël ou s'est avéré pour Israël ce que l'arrivée de Trump a été pour l'Amérique et celle de Saakachvili pour la Géorgie. Un tournant. Un pays agraire, provincial. Un pays provincial dans lequel je suis arrivé en 1973, 1974 jusqu'en 1980, un pays qu'il était encore à la mode de plaindre il y a un demi-siècle.
Elle s'est transformée en un puissant géant technologique. Dans cet endroit où désormais toutes les entreprises, les ingénieurs des États entiers veulent aller, parce qu'aujourd'hui la situation est différente. Si tu n'es pas en Israël, tu ne fais pas de tort à Israël, mais tu seras distancé par la concurrence. Tu te prives de ce qu'on ne trouve que là-bas. Voici le véritable dénouement, libanais ou autre. La bombe ouvre les fenêtres, l'État les ferme. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas seulement l'armée qui protège le pays, c'est le fait qu'il est devenu nécessaire au monde. Plus que le pays n'a besoin du monde. C'est ça, la forme suprême de sécurité. Ne pas mendier des applaudissements, mais devenir celui sans qui ceux qui applaudissent ne pourront pas vivre. Israël n'en est pas encore à ce point, mais il s'en approche de très près. Dès qu'Israël inventera un carburant capable de remplacer le pétrole et qu'on pourra fabriquer à partir de l'air, de l'eau ou de n'importe quoi d'autre, du sable par exemple, ce sera fini. C'est pourquoi, honnêtement, je suis plutôt tranquille pour Israël. Ils inventeront quelque chose. Si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. C'est parce qu'ils ont déjà inventé tellement de choses. Tôt ou tard, ils finiront par y arriver. C'est difficile avec ce fameux cri mis en scène, que vous reconnaissez maintenant et que vous connaissez à l'avance, que vous reconnaissez. Ils finiront par y arriver. Et le monde. Le monde a désormais plus besoin d'Israël qu'Israël n'a besoin de l'amour du monde. Israël a besoin de la paix, mais il a moins besoin d'amour, je dirais cela ainsi. Alors, et vous savez, c'est une base bien plus solide que n'importe quelle signature, que ce soit sur du papyrus, sur un morceau de fer, sur une oreille, peu importe où. Eh bien, c'est tout, mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt.